Bonsoir à toutes et tous au nom de la chaire UNESCO et Centre collaborateur OMS Éducation et Santé. Bienvenue dans ce troisième webinaire de la série Santé et Enseignement construit en partenariat avec le réseau des INSPE. Donc la crise du Covid a révélé quelques paradoxes sur la promotion de la santé et le moyen de parvenir ou de maintenir la santé pour tous. Cela vous a évidemment pas échappé. On est encore en plein dedans d'ailleurs. La question de l'école est revenue plusieurs fois sur le devant de la scène, de la maternelle à l'université. J'en profite pour vous recommander le livre gratuit coordonné par le professeur Jourdan qui s'appelle « École et crise sanitaire » qui est à télécharger sur le site de la chaire. Donc cet ouvrage vous permettra de vous construire ou de bousculer ou d'étayer votre opinion à travers de nombreuses contributions de pays différents. C'est vraiment un ouvrage très riche. Alors Winston Churchill disait qu'il fallait concevoir chaque crise comme une opportunité. Et si finalement la promotion de la santé sortait renforcée de cette crise? Après tout, le monde entier s'est arrêté pour la santé de tous, et notamment des plus faibles, ce qui est inédit et pourquoi pas source d'espoir. Alors si le parcours de santé présenté dans le webinaire de janvier par Didier Jourdan se voyait renforcé dans les préoccupations de l'école, ça serait peut-être pas plus mal. Nous allons certainement en reparler tout au long de ce webinaire. Je voudrais aussi faire un lien rapide vers le webinaire du 10 mars. Alors, ça fait beaucoup de webinaires, mais le site est très riche. Sur le webinaire du démarche sur les compétences psychosociales en pratique, qui peut trouver de nombreuses déclinaisons pratiques et concrètes dans les établissements scolaires. Alors, revenons à notre thématique du jour. L'école doit contribuer à former un citoyen cultivé, lucide, autonome, socialement éduqué et capable de gérer sa vie future. La promotion de la santé, centrée sur l'élève, sur son pouvoir décisionnel dans un contexte social, un contexte sociétal, est un levier fort pour l'atteinte de cet objectif général. Il ne peut suffire vraiment pas d'une approche didactique disciplinaire, mais on doit conduire une approche interdisciplinaire complexe et qui peut engendrer, comme nous allons le voir, une dynamique forte dans un établissement. Alors, les exemples que nos trois interlocutrices que je vais vous présenter tout de suite, ils sont riches, très riches, mais ils ne doivent pas être modélisants. Ils ne doivent pas être effrayés, mais stimulés, donner envie d'agir pour un enjeu important de notre système scolaire. Le fameux monde d'après, dont on parle beaucoup dans les médias, se construit notamment dans les établissements scolaires avec des équipes pluricatégorielles, impliquées et souvent fédérées autour de beaux projets dont vous allez avoir des exemples concrets. Aujourd'hui, nous allons être, comme d'habitude, concrets. Comment faire vivre une dynamique d'établissement? Comment contribuer en tant qu'enseignante ou en tant qu'infirmière? Pourquoi ces différents projets? Comment? Quels leviers? Quels freins? Quelles évaluations? Voilà de nombreuses questions qui vont être posées à nos trois intervenantes aujourd'hui. Alors, Madame Valérie Éthéocle, principale du collège Jules Romain dans l'académie de Clermont-Ferrand. Madame Sourour Mendou, professeure de lettres modernes au collège Lucie Aubrac, lui aussi à Clermont-Ferrand, et docteur en littérature française. Elle est porteuse du projet Les Explorateurs bâtisseurs du Collège du Futur, qu'elle vous présentera. Et enfin, Madame Véronique Baranska, infirmière diplômée d'État en promotion de la santé, sexologue clinicienne, licenciée en psychologie et personne ressource du site pratiqueensanté.org. J'arrête là mon laïus. L'objectif de cette heure est de vous donner envie ou de conforter cette envie et les moyens de vous lancer dans des projets riches autour de la promotion de la santé. Alors, Madame Valérie Éthéocle, comment peut-on concrètement contribuer à la santé actuelle et future des élèves dans un établissement scolaire? Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, je vous remercie déjà pour votre invitation et le sujet est en effet plus que d'actualité. Alors, en 10 minutes, je dois répondre à cette fameuse question, comment contribuer à la santé actuelle et future des élèves dans un établissement scolaire? Alors, j'espère qu'en 10 minutes, je vais arriver à vous convaincre qu'en effet, c'est possible. C'est tout à fait envisageable d'essayer d'agir dans un établissement sur la santé des élèves, mais pas que.
Et je commencerai surtout, pour pouvoir animer ça dans un établissement scolaire, c'est d'être convaincu soi-même, quel que soit notre statut dans un établissement scolaire, que la santé, ce n'est pas seulement justement une absence de maladie ou d'infirmité. Ça va au-delà de ça et c'est justement une santé qui est prise en compte déjà par l'OMS, qui est définie. Alors normalement, je devrais avoir ma petite, voilà, je vais essayer de vous la montrer, ma petite définition de l'OMS qui nous indique qu'en effet, la santé est un état complet de bien-être physique et mental et social et ne peut consister justement seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Donc à partir de là, il me semble évident du coup que dans un établissement scolaire, lorsqu'on part de cette idée que c'est un état complet de bien-être, on ne peut du coup que faire un certain consensus auprès de tous. Par contre, il y a un écueil évident, j'ai envie de dire, qui est celui justement de cette définition de santé et qu'il faut, dans un établissement scolaire, un petit peu dépasser. Parce que si on ne parle que de santé dans un établissement scolaire, très vite, le sujet est relégué uniquement au personnel de santé, aux infirmières, voire aux justement psychologues de l'éducation nationale. Donc, dans un établissement scolaire, il faut aller au-delà des élèves, prendre en charge l'intégralité des personnels et même les parents également. Donc, il me semble important, en effet, de se rapprocher plutôt, lorsqu'on parle d'action dans un établissement, de partir du bien-être. Alors, on n'est pas très loin, puisque la définition de l'OMS, c'est un état complet de bien-être. Donc, forcément, on est bien dans cette notion de santé. Comment, du coup, aborder, alors, j'ai un petit souci sur mon écran, donc je vais, voilà, le bien-être, comment aborder ce bien-être dans un établissement scolaire? Il me semble qu'on peut l'aborder sur deux plans. Le bien-être à travers le milieu dans lequel on travaille, mais aussi la prise en compte de l'humain de façon générale. Et lorsqu'on approche cette notion de bien-être, du coup, il me semble qu'on arrive à déculpabiliser du coup les membres d'un établissement scolaire et qui s'estiment souvent incompétents pour parler de santé, alors que du bien-être, là, on est vers quelque chose qui fait un peu plus écho. Le bien-être et le milieu, le bien-être et l'humain. Donc, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on met dans cette idée de bien-être, et bien à partir de là, il y a une multitude de déclinaisons. Et comme il vous était indiqué un peu au début là, de ce webinaire, moi, ce que je vais vous présenter, ce ne sont que des exemples. Et bien au contraire, vous pouvez, vous, de votre côté, imaginer tout un tas de choses. Rien n'est transposable d'un établissement à un autre. L'exemple, voilà, essayez de faire en sorte que ce soit le plus adéquat dans un établissement scolaire avec les personnels qui sont présents. Donc, le milieu, pourquoi? Pourquoi dans un établissement scolaire, un chef d'établissement peut se dire je vais travailler sur le milieu? Eh bien, tout simplement, c'est pour se sentir bien. Se sentir bien là où on va travailler. Alors, je vais vous donner des exemples, les décliner. C'est penser à nos enseignants, c'est se sentir bien, par exemple. Les exemples dans l'établissement, c'était refaire la salle des professeurs, mais pas tout simplement le refaire avec des personnels je veux dire, dédiés à cela. C'est les amener à réfléchir sur ce qu'ils voudraient dans cette salle des professeurs, le mobilier, les couleurs. Au niveau des élèves, par exemple, c'est refaire le préau avec eux aussi, c'est prendre en compte ce qu'ils pensent, ce dont ils ont envie et les faire participer. Je parlais tout à l'heure que c'est l'ensemble de la communauté éducative et au-delà, c'est les parents. Les parents, c'est leur dédier éventuellement une salle dans l'établissement scolaire, leur permettre de se l'approprier et penser aussi à la communication que l'on peut avoir avec eux, parce que certes, ils sont en dehors de l'établissement, mais le premier lien que nous avons avec eux, c'est de communiquer avec eux. Donc, prendre soin de cette communication est aussi importante. Les agents,
Les agents, quand j'entends les agents, c'est les agents justement du département qui ne sont pas directement liés à l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d'un rectorat, mais ils travaillent avec nous au quotidien. Et justement, c'est être attentif à eux aussi, à leur poste de travail, au matériel dont ils disposent. Donc, faire attention si on peut améliorer les choses pour que justement ils se sentent bien pour venir travailler au niveau de l'établissement. Et également les impliquer, et ça c'est également important dans les projets pédagogiques avec l'équipe éducative de façon générale. Et du coup, là encore une fois, il me semble, on parle de ce bien-être, on fait des choses pour chaque personnel de l'établissement, eh bien finalement, on a un impact qui va être à la fois en cascade et avec une grande force de réciprocité, je dirais, parce que l'acte pédagogique va en être renforcé, l'enseignant qui va venir dans un établissement scolaire et parce qu'il va s'y sentir bien, forcément, avec ses élèves, l'acte pédagogique sera différent et perçu différemment. L'élève lui-même sera mieux et l'acte éducatif également, de façon générale, lorsqu'un agent de service vient dans un établissement scolaire et qu'il s'y sent bien, eh bien là également, c'est tout un ensemble qui va être imbriqué. Voilà l'importance du milieu, me semble-t-il, est un bon démarrage pour pouvoir parler de santé dans un établissement scolaire. Alors, une fois qu'on a parlé du milieu, c'est bien, mais il faut après essayer d'agir sur l'humain. Et là, c'est du coup peut-être un peu plus compliqué, mais je suis sûre que déjà, lorsqu'on parle du milieu, vous avez des petites idées d'action qui pourraient vous venir. Encore une fois, c'est en construisant vraiment petit à petit, en mettant en place de petites actions, hein, qu'on arrive à construire progressivement un projet et à emmener des équipes et avoir un projet qui est plus important, grandiose, je n'aurais peut-être pas ce terme-là, mais qui va pouvoir impacter plus d'enseignants et de toute l'équipe. Et on peut arriver en effet à des propositions importantes. Le milieu, donc comme je le disais, mais s'appuyer, donc comment on va agir sur l'humain. Moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'être à l'écoute. Être vraiment à l'écoute des personnes, de leurs attentes, mais aussi être à l'écoute des compétences de chacun. Et à partir de là, de s'appuyer sur les compétences de chacun lorsqu'on est dans un établissement scolaire. Et l'exemple que je pourrais vous donner, c'est-à-dire qu'on a démarré dans l'établissement, non pas en s'appuyant justement sur des enseignants, mais moi, je suis partie sur l'appui du chef cuisinier. C'est le chef cuisinier qui est très, très impliqué au niveau de l'établissement dans le bien manger, faire plaisir aux élèves. C'est quelque chose sur lequel il est vraiment très impliqué. Et dans ce cas-là, moi, il me paraissait très important d'axer le bien-être de l'établissement, des élèves, de l'intégralité des personnels, à partir de la pause déjeuner, puisque la pause déjeuner est une vraie pause à mon sens et un moment de ressources. Donc, c'est en s'appuyant sur lui que nous avons, vous voyez à l'écran, démarré les actions sur le bien-être et informer l'ensemble de l'équipe et les parents sur notre envie de travailler sur le bien-être. Donc, c'est s'appuyer en effet sur des personnes, mais c'est aussi oser des expériences. Parce que je vous disais, des petites expériences tout doucement, et après, les choses se construisent. Oser des expériences, c'est vraiment basique. Alors, vous allez voir une partie du CESC, on vous en reparlera probablement tout à l'heure avec une autre intervenante, hein, Comité d'éducation à la santé et citoyenneté, où on a fait apparaître dans ces actions cette notion de bien-être et on avait fait quelques petites expériences, notamment le silence au lit, que l'on a expérimenté dans un premier temps sur un temps de pause méridienne. Les enseignants n'étaient pas convaincus de sa réalisation et de son acceptation par les élèves. Finalement, ça a plus que bien matché entre tout le monde et c'est devenu un vrai outil au sein de l'établissement puisqu'il s'est transformé en un vrai sas lecture. On avait mis en place aussi, on a essayé les aventuriers du vivre ensemble, c'est la prise en charge d'élèves de 6e et on les met en petits groupes pour échanger entre eux sur les relations qu'ils ont avec leurs camarades. Et c'est devenu là aussi un outil vraiment de notre projet. Donc, encore une fois, hein, c'est petit à petit, on met des choses en place et puis on évalue surtout ce que l'on a mis en place avec les équipes
Et on en arrive, on va dire tout doucement, mais sûrement, à un véritable projet, puisque là, toute l'équipe et les enseignants s'en sont emparés. On en est arrivé à un projet CARDI, donc innovant, reconnu par le rectorat, certes, mais ce n'est pas là l'important, c'est qu'on a un projet qui est à la fois axé sur les neurosciences, on s'appuie sur les neurosciences et on s'appuie également sur le développement des compétences psychosociales, puisqu'à ce moment-là, les enseignants ont bien pris conscience que l'acte pédagogique avait un impact sur la santé des élèves. Donc, comprendre le cerveau, le fonctionnement du cerveau pour les enseignants, donc pour les adultes, c'était très important pour leur acte pédagogique et également, du coup, pouvoir accompagner au mieux leurs élèves et développer des outils. Et ensuite, agir sur le contexte, parce qu'en effet, il y a la compréhension du cerveau, mais à côté, il y a aussi la façon dont on fait l'acte pédagogique, tout ce qui est mis en place, qui a un effet direct sur justement les apprentissages. Donc, on en arrive, et je ne veux surtout pas que vous preniez peur, parce que ce n'est pas du jour au lendemain que nous sommes arrivés à ce projet. Ce Padlet que je vous présente là, c'est un Padlet qui a été réalisé du coup par les enseignants, complété certes avec moi, mais on en arrive voilà, à un projet neurosciences qui est décliné. Donc, on a une formation d'élèves de 6e dès la rentrée qui est spécifique, qui est montée avec les élèves. On a du coup des SAS relaxation et des SAS lecture qui sont fléchés, organisés au sein de l'établissement. On a des réunions parents-professeurs qui ont été modifiées, repensées pour un meilleur accueil des parents, une meilleure prise en compte des enfants, puisque c'est 15 minutes avec des enseignants et avec seulement un binôme d'enseignants et avec le parent et son enfant. Donc, on s'occupe vraiment de lui. C'est aussi un consensus pédagogique sur les outils qu'on utilise. C'est une journée d'intégration d'élèves de 6e avec des temps d'activité physique de plein air. Vous voyez également nos compétences psychosociales que nous essayons de développer au sein de l'établissement parce qu'on a débouché justement un travail sur ces compétences et où on a tout un projet qui est décliné en fonction des niveaux, les compétences psychosociales que l'on a voulu cibler. Mais là encore, attention, on a listé tout ce que nous faisions dans l'établissement et on a tout simplement mis en face les compétences psychosociales qui correspondaient. On n'a pas inventé des choses, on a tout simplement essayé de faire le lien et que cette santé, ce bien-être au collège devienne notre fil d'Ariane dans l'établissement. Donc, on a maintenant d'autres pistes de travail sur les émotions, avec un travail avec un jeu feelings que certains connaissent peut-être, un travail sur la mémorisation. On a également un travail sur la rédaction des appréciations sur les bulletins scolaires. On va dire, sur d'autres champs maintenant, puisque le projet de développement des compétences territoriales prend une ampleur plus territoriale pour le présenter également au premier degré et travailler également avec la liaison école-collège. Et on a maintenant une ouverture vraiment internationale pour parler du bien-être et des compétences psychosociales à l'étranger, notamment certes en Israël, mais également tout ce qui concerne les écoles franco-ontariennes. Mais ça encore, je veux dire, ce Padlet, ne prenez pas peur, ce n'est pas ce que l'on peut mettre dans l'établissement scolaire rapidement. C'est à force de faire de petites choses. J'utilise souvent on va dire ce proverbe africain qui dit que seul on va vite et à plusieurs on va loin. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me porte parce que seul en tant que chef d'établissement, oui, on peut décliner plein de choses, oui, on peut proposer plein de choses et imposer plein de choses. Ce n'est, à mon avis, vraiment contre-productif pour la santé. On doit travailler tous ensemble et avoir conscience que cette santé, c'est un état complet, mental, physique et également social. Voilà, j'espère vous avoir pas convaincu, c'est pas le but, mais au moins vous avoir donné envie et vous dire que c'est possible d'agir dans un établissement scolaire et d'arriver à emmener le plus grand nombre de personnels ensemble pour travailler dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très riche et qui part du concret, qui ensuite a des apports scientifiques. Et voilà, c'est vraiment très, très riche. Vous avez parlé de l'importance du milieu. Je pense que Madame Memdou reviendra dessus tout à l'heure. Vous avez insisté sur l'humain, sur les compétences psychosociales, sur le fait qu'il fallait oser. Vraiment, enfin, c'était vraiment très, très intéressant. Alors,
La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pas moi, elle est dans le chat. C'est quelqu'un qui demande mais quel est votre parcours pour arriver à cette approche de la santé qui est certainement, c'est ce qui est dit un petit peu original chez les chefs d'établissement. Donc voilà, rapidement, comment vous, en tant que chef, vous en êtes arrivé à ce projet, à ce constat, à cette nécessité, j'allais dire? C'est une réponse qui mériterait beaucoup de temps. Comment en arriver à ce constat? C'est tout simplement, lorsqu'on est chef d'établissement, on doit s'occuper des élèves, certes, mais pas que, de la réussite des élèves. Pour s'occuper de la réussite des élèves, il faut en passer obligatoirement par les enseignants et se poser la question de comment peut-on aider, nous, en tant que chef d'établissement, les enseignants dans leur acte pédagogique et ainsi par répercussion qu'il y ait justement un impact sur les élèves. La santé, si un élève a beaucoup de choses dans sa tête au sein de l'établissement, en dehors de l'établissement, il ne va pas pouvoir être à 100% à l'acte pédagogique qui lui est proposé par l'enseignant. Donc c'est vraiment important que l'élève ne soit pas considéré comme un élément cognitif hors sol, mais que non, c'est un être humain et on doit en avoir conscience. Et à nous, chefs d'établissement, de pouvoir partager avec les enseignants, de leur faire comprendre qu'ils sont tout à fait compétents pour agir sur cette santé, bien-être complet. Beaucoup de choses étaient dites là et vous avez parlé de réussite et voilà, vous avez évoqué le sentiment de compétence à un moment, donc ça renvoie peut-être aussi à l'évaluation. Alors on ne va pas avoir le temps malheureusement de tout explorer, mais voilà, quel est l'impact sur la réussite scolaire des élèves? Alors, là aussi, j'ai envie de dire, j'ai une vision peut-être pas forcément partagée par tout le monde, entre guillemets. La réussite scolaire, pour moi, ne passe pas seulement par l'évaluation chiffrée. Donc, l'impact de tous les projets que l'on peut mener sur la santé je ne vais pas forcément chercher comme indicateur que les élèves aient 18 de moyenne. Pour moi, ce n'est pas forcément ça la réussite. S'il y en a qui arrivent à avancer et partir de 2 et arriver à 6 ou 8, eh ben, c'est très bien et c'est merveilleux. Et c'est cela ce dont il faut que l'on ait en tête. Il faut bien arriver à détacher, j'ai envie de dire, l'intelligence, la réussite scolaire de la performance, justement. Et quand on a ces notions-là, on se rend compte que voilà, réussite scolaire, c'est encore une fois une globalité. Une réussite scolaire, c'est quand un élève arrive en fin de troisième, en tout cas en collège, et qu'il a réussi à se projeter dans son avenir, créer un projet éventuellement d'orientation qui correspond à ses envies, à ses besoins. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à réagir sur le nuage de mots suite aux questions qui ont été posées à nos auditeurs d'aujourd'hui. Donc voilà, merci Margot Paco. Oui, alors je vois intégration, cohérence, dynamique de projet. Alors je vous rappelle la question. Hein. La question, c'était les dimensions de la clé de la vie quotidienne à l'école qui influencent la santé actuelle et future des élèves. Donc les dimensions clés de la vie quotidienne qui influencent la santé actuelle et future. Je vois en gros, et c'est vrai que c'est une réalité, un climat scolaire. On ne peut pas le détacher. La santé, le bien-être aura et a un impact sur le climat scolaire. Et du coup, de façon réciproque, on aura des côtés très positifs de façon globale. Voilà. Espace de vie, je vois formation, j'essaie de voir pression de l'évaluation, c'est ce que je disais, attention de ne pas tout lier à ces résultats chiffrés. Le sommeil, alors là aussi, je suis entièrement d'accord sur le sommeil et c'est quelque chose que nous travaillons beaucoup avec les équipes et avec les parents, surtout, sur ce sommeil et les écrans et les fameux réseaux sociaux. Donc, on voit bien dans ce nuage que tout s'imbrique, que tout est lié, pardon, et que lorsqu'on a vraiment conscience que la santé, c'est un bien-être, eh bien, tout peut en découler et toute action est possible, du coup, dans un établissement scolaire. Parce que je vois la météo, le climat, oui, ça aussi, une influence. Et il faut qu'on en ait conscience également. Merci beaucoup. On aurait envie de vous en poser plein d'autres, mais voilà. Donc, bien-être, bien vivre, est-ce qu'il y a une différence entre le bien-être et le bien vivre? Le bien-être est-il pas finalement plus centré sur la personne
alors que le bien vivre serait un peu sur le vivre ensemble. Voilà. Bon, tant pis, on va pas avoir le temps. Et on continue donc notre webinaire avec une question posée maintenant hop, à Madame Mendou. Donc, voilà, en tant qu'enseignant, comment éduquer à la santé des élèves de façon disciplinaire et interdisciplinaire? À vous, Madame Mendou. Bonsoir à tous. Merci Olivier Combaco pour cette présentation. Donc, comment éduquer à la santé des élèves de façon disciplinaire et interdisciplinaire? Alors, pour répondre à cette question, je vais partager avec vous une expérience pédagogique, celle d'un projet que nous avons mis en place depuis la rentrée de septembre. Tout d'abord, pourquoi ce projet et qu'est-ce qui a motivé ce choix? Le contexte inédit de la crise sanitaire nous a conduit à mener une réflexion sur la gestion des espaces de vie scolaire afin d'assurer les conditions favorables au bien-être et aux apprentissages des élèves. Nous avons donc décidé de mettre en place un projet pluridisciplinaire, les explorateurs, bâtisseurs du Collège du futur. Ce projet, soutenu par la ville de Clermont-Ferrand, ville apprenante UNESCO, réunit des enseignants de différentes disciplines, des architectes, un maquettiste, une économiste et des chercheurs. Nous nous sommes questionnés sur l'influence qu'exerce l'espace de la cour sur la vie de l'apprenant et sur ses effets sur sa réussite et sa santé. Cet espace est identifié comme un microcosme social qui pourrait permettre de s'amuser, de se laver les mains, de se rafraîchir en temps de canicule et peut-être même être un lieu où l'on peut apprendre et enseigner. Quelles sont les modalités de mise en œuvre de notre action? Donc, l'éducation à la santé, qui fait partie du socle commun, amène le croisement des disciplines et le partage des savoirs. Elle a pour objectif de faire acquérir à chaque élève les connaissances, les compétences et la culture qui lui permettent de prendre en charge sa propre santé de façon autonome et responsable. La santé représente un facteur important de la réussite éducative des élèves et de leur bien-être. Donc, comment les enseignants peuvent-ils concrètement prendre en charge l'éducation à la santé dans le cadre des apprentissages et dans le respect des programmes? Je vais donc vous proposer quelques exemples concrets de nos pratiques d'enseignement qui incluent des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être contribuant à l'éducation à la santé. Dans le cadre du cours de français, par exemple, les élèves étaient tout d'abord invités à travailler sur le thème de l'épidémie qui se situe au croisement de deux thèmes inscrits au programme de français en 4e, Vivre en société et Agir sur le monde. La première activité proposée aux élèves était sur les mots des mots, M-A-U-X. Dans un temps où les discours médiatisés abondent, il est nécessaire de disposer de mots clairement définis, tels que les mots du confinement, les mots de la maladie, les mots du virus, ainsi que les mots des soins. Les élèves ont également mené des recherches sur la définition du mot santé. Ils étaient surpris de découvrir la richesse sémantique d'un mot pourtant si simple et banal pour eux. Je vous propose donc, comme vous voyez sur les diapos, le résultat de ce travail mené avec les élèves. On sait aussi que les mêmes termes utilisés dans plusieurs domaines ne recouvrent pas toujours le même sens, mais le retour à l'origine du mot permet d'en découvrir le noyau sémantique et d'expliquer les évolutions du sens liées au contexte d'utilisation. Le mot virus, par exemple, par glissement sémantique, est aujourd'hui utilisé dans d'autres domaines, tels que le domaine des médias, le domaine informatique. On parle d'information virale, de virus informatique et d'antivirus. Ce travail sur les mots permet de mettre les élèves en situation de recherche et de construction mentale, conditions nécessaires pour qu'ils acquièrent du vocabulaire et se mettent en capacité de le réutiliser. Dans une autre séance, j'ai proposé à mes élèves, à partir d'un dossier documentaire, des exemples de pandémies qui sont présentés dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, puis une frise qui a permis de contextualiser des épidémies au cours du XXe siècle.
Les élèves ont réalisé des exposés qu'ils ont présentés à leurs camarades de manière claire et structurée. L'objectif de la séance était de les faire réfléchir aux réactions des sociétés face à l'épidémie en adoptant une perspective historique. Cette approche historique a été enrichie par une approche littéraire. Les élèves ont lu et étudié des extraits de textes littéraires qui évoquent les épidémies ravageuses. L'objectif de ce travail était de réfléchir ensemble sur la mise en récit que les auteurs font de l'épidémie. Comment rendre compte d'une expérience épidémique à la fois individuelle et collective. Des ateliers d'écriture libre ont également été mis en place. Les diverses activités proposées étaient destinées à favoriser l'expression des sentiments et la parole de l'élève à travailler de l'intérieur même du langage la relation aux mots, au monde et à soi. Donner aux élèves un espace pour exprimer leurs inquiétudes, pour penser et penser leurs angoisses, permet de restaurer un sentiment de confiance et d'éliminer les fausses représentations qui pourraient naître des conversations ou des consultations de sources d'informations peu fiables. À ce sujet, nous avons mis en place une séance interdisciplinaire, SVT et français, pour aborder avec les élèves le thème de l'évaluation de l'information, comprendre la pandémie pour mieux agir. Cette séance permet d'acquérir des outils pour l'évaluation de l'information de nature scientifique qui circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux et de développer la capacité pour chacun de comprendre l'information en santé pour pouvoir l'utiliser à bon escient. La propagation d'une fausse information peut influencer nos comportements. Dans certains cas, comme celui de la santé, elle peut conduire à adopter des comportements dangereux. Il est donc important que les élèves puissent compter sur des informations fiables, se faire une image sereine de l'épidémie et agir de manière responsable. Savoir trier et évaluer une information, faire preuve d'esprit critique et réaliser des choix éclairés en matière de santé sont des compétences qui permettent de ne pas se faire manipuler et d'orienter ses décisions. Qu'en est-il des actions maintenant menées avec les partenaires? Nos pratiques d'enseignement disciplinaires et interdisciplinaires ont été nourries et enrichies par les différentes interventions de nos partenaires. Je vais vous proposer juste quelques exemples. Dans le cadre du projet, nos élèves explorateurs ont eu le plaisir de rencontrer Didier Jourdan, qui a animé une conférence sur Ma santé, des mots au-delà des mots. Il a partagé avec eux 5 idées qui ont permis de montrer le rôle du collège en matière de santé, à la fois comme milieu de vie où les jeunes passent 40% de leur temps et comme espace privilégié d'éducation. La santé représente un facteur important de la réussite éducative des élèves et de leur bien-être. Elle dépend de l'environnement dans lequel nous vivons, de nos relations, des soins que nous recevons et de nos habitudes de vie. Dans la continuité de cette conférence, l'architecte Charlotte Vuarchet a invité les élèves à mener une réflexion sur le rôle de l'école dans le domaine de la santé et plus précisément pendant la crise sanitaire. Comment apporter des réponses aux risques sanitaires majeurs dans le collège? L'objectif de cet atelier était de s'interroger sur le protocole sanitaire et de donner des exemples concrets au sein de l'établissement, tels que la fabrication de tréteaux lavabo ou bien la construction d'hygiaphones pour le self. D'autres ateliers ont permis de questionner les élèves sur les différents usages de la cour. Comment créer des espaces de convivialité nécessaires à la cohésion sociale et être support à une pédagogie innovante, notamment en permettant de l'enseignement en dehors de la salle de classe. Est-ce que ces programmes peuvent apporter des réponses aux risques sanitaires ou répondre aux défis climatiques? La cour rénovée proposerait des espaces plus éducatifs et naturels avec davantage de végétation, une meilleure gestion de l'eau de pluie et des points d'eau, des aménagements ludiques et adaptés aux besoins des collégiens. Cet espace réinventé permet d'améliorer le bien-être des élèves et le vivre ensemble
et de développer chez les jeunes une certaine forme de citoyenneté. Enfin, quels sont les enjeux et les objectifs de notre action? Peut-être revenir un peu en arrière par rapport à Voilà, parfait, merci. Donc, notre objectif, c'est de susciter le désir d'apprendre et de faire accéder au plaisir de comprendre. Notre action apporte un regard différent sur les apprentissages et permet de construire un cadre serein propice au développement d'une meilleure estime de soi. Nous savons tous que l'estime de soi est l'une des clés qui permettent à l'individu de s'épanouir et de se réaliser dans la vie. L'élève, placé au cœur des apprentissages, mobilise son imagination et sa créativité au service d'un projet collectif. Il devient un sujet actif et un acteur social. Il acquiert de nouvelles compétences qui préparent l'adulte de demain à vivre en société, à vivre dans sa société. Le projet Explorateur crée un climat stimulant et nourrit la flamme d'équipe. Il permet de décloisonner les savoirs et de faire évoluer nos pratiques pédagogiques. Au-delà du cadre figé de la discipline, l'enseignant ose prendre le risque d'aller vers des territoires qu'il ne maîtrise pas parfaitement. Il devient, comme le dirait Mérieux, chercheur dans son propre savoir. Notre plaisir rencontre le plaisir d'apprendre de l'élève, une belle alchimie qui invite à apprendre tout au long de la vie. Alors, pour terminer, j'aimerais partager avec vous cette belle citation de Saint-Exupéry. « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » Je vous remercie. Merci beaucoup, Soro Mendou, pour cette présentation très riche. Là aussi, on voit bien, vous avez parlé de l'importance du milieu, on est revenu dessus avec les architectes, du disciplinaire, mais qu'on a dépassé, qu'on a creusé, puis qu'on a dépassé pour aller vers de l'interdisciplinaire, l'importance du sens. Vous avez abordé l'école apprenante, le chercheur permanent. Voilà, là aussi, il y aurait plein de choses à dire. Alors moi, je commence par une première question avant de rebondir sur les questions posées dans la chatbox. C'est pourquoi le titre Les Explorateurs? Et je crois que ce titre a reçu un petit prix. Donc, si votre modestie n'en souffre pas, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors, donc les Explorateurs, donc le choix du titre remonte au premier projet, donc les Explorateurs quand la littérature rencontre les sciences. Donc j'ai choisi ce titre parce que c'est un mot valise, c'est une sorte de jeu de mots, une fusion de deux mots, explorateur, donc qui nous renvoie à la démarche scientifique, au plaisir de la recherche, de la découverte du monde, et de l'autre côté, rhéteur, donc qui fait référence à la rhétorique, à l'éloquence, donc l'art de bien parler et de persuader. Et puis, effectivement, ce projet, donc ce premier projet, qui a participé à la journée nationale donc, de l'innovation à Paris, a reçu le prix la consolidation de la maîtrise du français. Et donc, nous étions effectivement très fiers de ce prix, de cette réalisation. Ben, nous aussi, nous sommes très fiers de vous avoir ce soir et que vous puissiez partager tout ça et toute cette belle dynamique. On voit chef d'établissement, enseignant, voilà, on verra tout à l'heure aussi avec une infirmière. Quel sera le processus d'évaluation de votre projet? Parce que vous avez dit que le projet était soutenu par la CARDI, c'est souvent quelque chose qui est mis en valeur. Comment savoir, on voit bien empiriquement tout ce qui se passe, mais comment savoir si votre projet fonctionne? Alors, pour l'évaluation, donc nous privilégions une évaluation positive et motivante. Donc, l'évaluation, on valorise le progrès, on encourage les efforts et on allie notes et validation des compétences. Donc, on est entre les contenus d'enseignement disciplinaire, interdisciplinaire, mais également, on fait référence aux compétences du socle commun. Et les modalités d'évaluation sont vraiment très variées. Donc, il y a de l'évaluation disciplinaire, interdisciplinaire, évaluation intermédiaire, l'évaluation de la réalisation finale.
mais également l'évaluation du projet en soi, donc par l'équipe, par les partenaires et aussi et surtout par les élèves pour qu'on puisse mieux s'améliorer, progresser et perdurer ce projet. Donc, voilà. Et également, nous avons retenu quelques indicateurs pour évaluer les élèves, donc à savoir l'estime de soi, l'amélioration, une meilleure estime de soi, l'amélioration des résultats, la confiance en soi, la motivation des élèves, et puis cette envie aussi de coopérer et d'être avec les autres pour réaliser quelque chose de commun. Merci beaucoup. Alors, il est frustrant ce webinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Absolument. Parce qu'on a envie de poser des questions, mais absolument. sans arrêt. Mais on a beaucoup de choses à dire, effectivement. Nous sommes d'accord. Il ne faudra pas hésiter sur le site de la chaire, hein, les conférenciers pourront répondre à vos questions, donner des exemples. Voilà, donc n'hésitez pas. Moi, j'aimerais maintenant vous faire réagir sur le nuage de mots que Margot Paco va nous présenter à partir des questions qui ont été posées au public de ce soir. Donc, c'était la question posée à notre public, c'était sur les freins pour monter un projet autour de la promotion de la santé. Quels sont les freins? Alors, et est-ce qu'il y en a que vous retrouvez finalement et qui ont été des freins aussi dans la mise en place de votre projet? Alors moi, il y a beaucoup de choses à dire dans tout ce que je vois, mais moi, je retiendrai le temps. Le temps pour tout projet, d'ailleurs, pour toute mise en place d'un projet dans un établissement, c'est le temps de mettre en place un projet, le temps de concertation, le temps qu'il faut aussi pour que tout le monde, pour que l'équipe de projet adhère à la démarche et que tout le monde soit prêt pour s'investir dans un projet sur la durée. Donc, il y a également, je vois qu'il y a la bienveillance, il y a élèves-enseignants, il y a la motivation des enseignants, mais également l'engagement des élèves et inversement. Donc, on voit bien ça va bien dans les deux sens pour assurer la réussite des élèves. J'aimerais aussi dire que la réussite du projet ou d'un projet autour de la promotion de la santé dépend aussi de l'environnement sur lequel s'appuyer. L'éducation à la santé, c'est l'affaire de tous. Donc, je pense qu'une mobilisation de tout le monde, c'est ce que disait Valérie tout à l'heure, donc le chef d'établissement, le personnel, c'est tout le monde, c'est l'investissement de tout le monde. Et pour que tout cela puisse se faire, il faut que tout le monde soit convaincu, justement, et prêt à s'engager. Merci beaucoup pour cette transition. Donc, nous allons voir maintenant avec Madame Véronique Baranska, donc quel type de dispositif d'éducation à la santé peut-on développer au sein des établissements? Donc nous allons avoir un autre point de vue, celui d'une infirmière de l'éducation nationale. Valérie Baranska, c'est à vous. Bonjour, merci Olivier, c'est Véronique Baranska. J'ai trouvé très intéressant les interventions des collègues avant. Je vais être complémentaire en fait à tout ce qui s'est déjà dit. Alors, la santé en milieu scolaire. Donc, je ne reviens pas sur la définition, hein, on a toutes la même, ça tombe bien. En plus, on travaille en milieu scolaire, c'est bien. Oui, c'est effectivement permettre les meilleures conditions d'apprentissage pour aboutir à une réussite scolaire de tous les élèves et participer à la réduction des inégalités sociales et de santé. Favoriser le climat scolaire serein, le bien vivre ensemble. C'est la base, c'est le fondement. Donc, c'est le rôle de l'ensemble de la communauté éducative. Alors, en premier, les personnels de direction, c'est l'impulsion. On peut rien faire sans un personnel de direction qui impulse. J'ai marqué une sensibilité particulière par rapport aux cours, donc aux professeurs de SVT, EPS, EMC, donc histoire-géographie. Ça peut concerner effectivement toutes les matières. On vient de l'entendre, de toute façon, lettres modernes. Je n'oublie pas, et surtout il ne faut pas qu'on oublie, mais je pense que tout le monde est au clair avec ça, la vie scolaire, les CPE. Les CPE sont fondamentaux dans un établissement scolaire. C'est aussi nos oreilles à nous et notre voix quand nous ne sommes pas là et pour nous parler de ce qui va pas bien. Voilà, donc c'est important. Les assistants d'éducation, les agents des collectivités territoriales,
chef cuisinier, y compris, effectivement, moi je sais qu'il y a eu des projets avec le chef cuisinier, les personnes qui font le service et les AESH, les personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap, participent au bien-être au quotidien. Et de façon spécifique, comme l'indiquent les textes, les infirmières, les médecins, les psychologues, les assistantes sociales qui exercent en milieu scolaire. C'est accompagné, nous accompagnons tous, puisque nous sommes tous éducateurs en milieu scolaire, au développement des compétences psychosociales sur lesquelles on va parvenir, qui sont bien faites et bien expliquées dans les webinaires précédents. Juste rappeler qu'on peut les classer en social, cognitive et émotionnelle. Et l'accompagnement à ces compétences permet justement d'apprendre aux élèves à prendre soin d'eux en premier, des autres et de leur environnement, d'où la politique éducative, sociale et de santé du ministère. Cette politique éducative, sociale et de santé date de 2015, elle fait suite de façon logique à la loi de refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013. C'est important, ça a marqué un tournant dans l'école de la République. Et la santé en faveur des élèves, en fait, s'inscrit totalement dans les objectifs généraux de l'école. Ce que nous a rappelé cette loi de 2013. Offrir les conditions favorables pour bien apprendre et se sentir en sécurité dans un établissement scolaire, ce qui est très important. Le rôle des infirmières. Bon, j'ai essayé de faire le plus visuel possible, mais il y a beaucoup de choses que font les infirmières. On verra un petit peu après juste les émissions. Mais pour généraliser, elles sont là en tant qu'expertes et en conseillères techniques en santé auprès de tous leurs lieux d'exercice. Il y a 3 lieux d'exercice, je ne vais pas m'appesantir dessus. Il y a les postes en collège qui sont les postes interdegrés. Donc, l'infirmière va aussi bien dans les écoles que dans le collège ou les collèges dans lesquels elle est affectée. Les infirmières en lycée et les infirmières en milieu universitaire. Les expertises et les conseils techniques sont en lien avec les thématiques qui sont prioritaires au niveau national, en résumant quand même. Donc, l'hygiène de vie, l'éducation nutritionnelle, l'éducation à la sexualité, la prévention des conduites addictives, prévention des jeux dangereux, le repérage du mal-être, rôle très important en santé mentale des infirmières en milieu scolaire. Les premiers secours, on peut rajouter aussi accompagner à la citoyenneté, la sécurité routière et tout ça. Les missions, pour rentrer un petit peu plus spécifiquement, c'est pareil, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que les projets d'éducation à la santé sont assez intéressants à discuter dans la suite. Donc, c'est des suivis individualisés avec des consultations spécifiques infirmières. Donc, ces consultations, elles sont inhérentes à la loi, la loi du 4 mars 2002 qui est relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. C'est un droit de l'enfant aussi de pouvoir avoir une consultation infirmière de l'enfant et de l'adolescent et de l'étudiant. Elles font les dépistages de la 12e année. Chaque élève qui rentre dans le système scolaire français a droit à 2 visites dans son parcours scolaire. La visite médicale lors de la 6e année, cette visite est réalisée par un médecin. Et le dépistage de la 12e année qui est réalisé par les infirmières de l'éducation nationale. Ce dépistage, ça correspond à peu près à l'année de 6e, est intéressant dans le sens où, en dehors de tests biométriques, d'un entretien et de savoir comment va l'élève, l'hygiène de vie, permet aussi de commencer à amorcer un échange sur la puberté. Puisque dans la puberté, pendant les années collège, c'est là où il y a ça se passe en général, c'est sur les années collège. Le suivi des élèves à besoins particuliers, donc ceux qui ont un projet d'accueil individualisé, les PAI, donc les infirmières participent à la mise en place du PAI, et puis restent vigilantes à ceux qui ont des suivis qui relèvent du handicap, ceux qui ont des projets, des plans d'accompagnement pour les apprentissages, les PAP, et elles ont un rôle aussi dans la protection de l'enfance. Au niveau de la promotion de la santé, comme tous les autres personnels, elles veillent aux conditions favorables à la santé, au bien-être des élèves. Elles collaborent dans le cadre des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Elles font l'éducation à la santé.
Elles peuvent former des personnels de l'éducation nationale. Elles ont aussi un rôle dans la surveillance épidémiologique et l'observation. Des activités plus spécifiques sur l'organisation des soins et des urgences, la gestion des événements traumatiques. Elles interviennent lors des maladies transmissibles et elles forment aussi des personnels de santé, donc les encadrements d'élèves infirmiers, par exemple, et depuis 2-3 ans, en fait, le service sanitaire. C'est assez souvent l'infirmière qui est référente de proximité et qui accompagne les étudiants, les futurs étudiants qui seront futurs professionnels de santé dans leur action quand ils interviendront en milieu scolaire. Donc, l'infirmière, de ce fait, est totalement membre de la communauté éducative, mais de tous ses lieux de travail. Voilà. Elle reste à disposition pour des conseils en santé dans tous ces lieux de travail. Par rapport aux instances, donc, elles peuvent assister à certaines instances. Bon, d'emblée, je ne reviens pas dessus, mais le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, la commission hygiène-sécurité. Elles peuvent être invitées aussi dans les conseils d'école. Elles peuvent participer au conseil de vie collégien, au conseil de vie lycéen. Elles interviennent dans les réflexions sur les projets d'école, sur les projets d'établissement. Elles peuvent être invitées aussi en réunion de rentrée, quand les réunions se passent en école primaire, par exemple, ça peut arriver également. Elles travaillent beaucoup en réseau. Ah, je vais revenir. Donc, en réseau, aussi bien intra-établissement et intra-institution, l'infirmière travaille beaucoup avec les psychologues de l'éducation nationale, premier et second degré pour celles qui sont en poste interdegré, avec les assistantes sociales dans le second degré, avec les assistantes sociales dans les secteurs, donc c'est hors institution, donc tout ce qui est protection maternelle et infantile, dans les accueils, solidarité et famille. Elles travaillent aussi avec le médecin scolaire quand elles ont besoin de conseils. Voilà. Elles ont beaucoup de références en interne et en externe. En externe, eh bien, elles rencontrent toutes les structures qui sont proches de leurs établissements, par exemple les maisons, les MJC, les centres sociaux, la PMI, comme je l'ai dit, les centres de planification et d'éducation familiale. Donc, en fait, tout ce qui est proche du lieu de travail ou des lieux de travail sont vraiment des ressources indispensables et des liens sont à tisser, en fait, dès que vous arrivez sur un poste quelque part, c'est se faire connaître et aller connaître les structures les plus proches. Alors, par rapport à un petit focus quand même important sur la santé sexuelle en milieu scolaire, l'éducation à la sexualité. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les infirmières apportent leur expertise et leurs conseils techniques. Précision importante, l'éducation à la sexualité n'est ni médicale ni paramédicale. Le mot éducation est important dans ce qui est dans cette éducation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a tendance à vouloir médicaliser ou dire à l'infirmière, voilà, l'éducation à la sexualité relève de l'infirmière. Non, elle y participe, bien sûr, mais elle ne porte pas seule l'éducation à la sexualité qui concerne absolument l'ensemble de la communauté éducative. Donc, la définition de la santé sexuelle est très proche de celle de la santé tout court. C'est pour ça que, de toute façon, il ne faut pas dissocier les deux. C'est important. L'éducation à la sexualité, c'est l'un des piliers de la santé sexuelle. Donc, c'est une éducation qui est très importante. Donc, chaque élève, quand il rentre dans le système scolaire français, a droit à 3 séances annuelles minimum d'éducation à la sexualité par an, sur toutes les classes qu'il traversera. Toujours, comme je disais tout à l'heure, l'impulsion vient des personnels de direction, comme le pilotage d'ailleurs, et l'infirmière, elle est là pour collaborer. Et effectivement, au niveau individuel, maintenant, lors des consultations spécifiques, l'infirmière peut avoir une expertise supplémentaire, mais vraiment ciblée aux besoins des élèves sur la consultation spécifique infirmière en lien avec la sexualité. Alors là, vous avez l'infographie qui est sur Eduscol de ce que représentent les 3 champs de connaissances et de compétences de l'éducation à la sexualité. Alors, il faut bien préciser qu'en fait, l'éducation à la sexualité
Il y a les programmes de certains cours, mais les séances annuelles sont en plus, les 3 séances annuelles sont en plus des programmes et en parallèle, en complémentarité. Donc, vous voyez que sur les 3 champs, sur toute une scolarité, tout ce qui peut être brossé et vu par chaque élève, et l'importance justement pour lutter aussi contre les violences et les discriminations de toutes sortes. On retrouve aussi à travers les objectifs du développement durable 2030 des objectifs spécifiques, plus spécifiques à la santé sexuelle, mais ils sont tous valables. J'ai retenu bonne santé et bien-être, éducation de qualité, l'inégalité entre les sexes et les inégalités réduites. À préciser également que l'éducation à la sexualité fait partie de l'un des droits sexuels. Alors, pour choisir des exemples de projets d'éducation à la santé, des dispositifs, j'avais fait, grâce à ma consoeur Khadija, que je remercie, qui a l'air plus amie avec l'informatique que moi, un nuage, elle m'avait conseillé de faire un nuage de mots, ce que j'ai fait en marquant plusieurs projets. Et voilà ce que ça donnait sur tous les projets qui étaient ciblés, retenus. J'ai dû en retenir quelques-uns. Donc, vous voyez, respect, sexualité, sophrologue. Je reviens juste un petit point sur la sophrologie et le bien-être, puisque moi, je co-anime des ateliers bien-être à l'UCPE et dans un établissement, on a fait venir une sophrologue. Et je reviens sur ce qu'a dit Sourour et Valérie, les émotions. Toutes les deux, vous avez parlé des émotions et je trouve vraiment important, effectivement, d'avoir entendu le mot émotion, puisque nous aussi, on travaille beaucoup sur les émotions. L'estime de soi, la confiance en soi. Alors, pour vous parler, je vais essayer de vous parler de 3 projets. En fait, c'est un atelier éducatif. Alors, c'est des élèves qui vont concevoir un jeu vidéo, un jeu qui sera visé préventif à destination des autres élèves et des personnes et des parents qui pourront le voir. C'est-à-dire, en fait, avec ce jeu, on va travailler en même temps les compétences techniques et sociales qui vont favoriser le travail coopératif via l'outil numérique, les encourager à réfléchir sur leur propre usage des outils numériques, révéler un potentiel de compétences inconnu encore chez eux, qui serait intéressant, et un jeu qui va être actuellement en train d'être fait, ça sera sur le sexisme. Voilà. Le café école parents, c'est un projet en maternelle, c'est-à-dire qu'en fait, dans une municipalité, les 2 écoles maternelles, les enseignants mettent en place le premier jour de la rentrée des élèves en petite section, un café école parents, où les parents sont invités à venir échanger déjà sur leur impression du fait de laisser leur enfant et de faire la connaissance de l'infirmière, de la psychologue, de la référente famille de la municipalité, et on commence là à initier notre parcours éducatif de santé. C'est-à-dire, on explique ce qu'est le parcours éducatif de santé, et comme ça, ils voient dès le début qui sont les références dans le secteur par rapport à ce parcours. Et une fois par trimestre, ensuite, dans les mêmes écoles, il y a des cafés inter-écoles. C'est-à-dire que les parents d'une école maternelle et les autres se retrouvent avec donc encore un enseignant, infirmière, référent de famille, psychologue, et parlent de thématiques, c'est souvent pareil, les écrans, le sommeil, l'alimentation. Donc voilà, et juste en bas, je ne vais pas y passer trop de temps, c'est une action petit déjeuner, alors qui a concerné donc tout un établissement scolaire en direction des 6e, avec les professeurs, le chef cuisinier, la gestionnaire, une intervention du service sanitaire, une diététicienne, l'infirmière et le personnel de direction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. Pareil, on voit qu'il y a tellement de passion qu'on a du mal à arrêter. Voilà, merci pour ce focus sur la santé sexuelle important, hein, et pour cette présentation des missions d'un élément clé de la promotion de la santé qu'est l'infirmière, mais sur qui tout ne peut pas reposer, et ça, nous l'avons bien compris. Pendant que Margot Paco donc, nous propose le nuage de mots, juste vous dire qu'il y a eu des questions que malheureusement, on n'aura pas le temps mais où peut-être vous pourrez répondre, Véronique, sur le site de la chaire.
sur les troubles des comportements alimentaires. Est-ce que ça ne pouvait pas aussi être un angle d'attaque de projet? Donc, voilà, peut-être que vous allez réagir dessus en même temps que vous allez parler du nuage de mots. Donc, ce nuage, la question qu'on avait posée, c'était quels mots vous viennent à l'esprit quand on parle de dispositifs d'éducation à la santé? Donc, voilà, je vous laisse réagir. En fait, tous les mots en fait, ont la même importance. En fait. Je ne vois pas de mot qui sort plus qu'un autre, et c'est très bien, puisque Oui, transversalité, coordination, école promotrice de santé, intersectorielle, compétences psychosociales, oui, partenariat, c'est… Littératie, c'est vrai qu'il n'y a pas de mot dominant. Ouais. Oui, il n'y a pas de mot dominant. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. CEC sous-utilisé. C'est vrai que cette instance de pilotage mériterait à avoir ses lettres de noblesse aujourd'hui. Surtout avec ce qu'on a vécu de la crise sanitaire. La promotion de la santé doit pouvoir repartir sur un bon pied, je pense. Merci beaucoup. Donc, arrive le moment de conclure. Voilà, je vais reprendre rapidement l'objectif posé en début de webinaire. Il y a une petite heure, c'était de vous donner envie ou conforter l'envie et les moyens de vous lancer dans des projets riches autour de la promotion de la santé. Je pense que l'enthousiasme de nos 3 intervenantes, Valérie Ethéocle, Sour Memdou et Véronique Baranska, vraiment vous ont incité vraiment à donner envie, et il faut y aller, il faut oser, avec un impact complexe et un impact important sur la santé des élèves et la dynamique de promotion de la santé dans les établissements. Vraiment, merci beaucoup à toutes les 3. Donc, je répète, un grand merci nos 3 intervenantes, mesdames Valérie Ethéocle, Sour Memdou et Véronique Baranska. Merci. Je voudrais remercier aussi les partenaires de la chaire pour ce webinaire, le réseau des INSPE, l'AMGEN, toujours. Ce webinaire, donc, je vous rappelle, il s'insérait dans le cadre de la Semaine internationale de la santé des adolescents. Et puis, au plaisir de vous retrouver prochainement. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.